Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Avec autour de la table Gilles-William Goldnadel. Bonsoir maître, Bonsoir. Merci d'être avec nous et de nous accompagner jusqu'à 20h. Bonsoir Jules Torres. Bonsoir Pierre de Villeneuve, journaliste bonsoir à tous. Politique au Journal du Dimanche. Et bonsoir à vous Romain Eskenazi. Bonsoir. Merci d'être en ligne avec nous, député du Val d'Oise, porte-parole du Parti Socialiste. Est-ce que le fait de dire que vous n'allez pas censurer le gouvernement a été naturel, facile dans cette assemblée chahutée ? Écoutez, on avait, nous, publié un communiqué de presse extrêmement clair en demandant, en réaffirmant plutôt quelles étaient nos exigences formulées depuis la fin du mois d'août, la suspension de la réforme des retraites, la levée du 49.3 qui bloquait notre démocratie, et puis l'ouverture de discussions sur la fiscalité des très hauts revenus et sur la hausse du pouvoir d'achat pour les Françaises et les Français qui travaillent et qui n'arrivent pas à vivre de leur salaire. Et dans la mesure où le Premier ministre a répondu à ces exigences, effectivement, la réunion de groupe qui a suivi la discussion de politique générale n'a pas duré très longtemps. Jules Torres. Oui, est-ce qu'il n'y a pas quand même une victoire ce soir du Parti Socialiste, d'Olivier Faure, qui a obtenu un budget qu'on pourrait qualifier de socialiste, alors que vous n'êtes pas au gouvernement, vous avez maintenu la tension jusqu'au dernier moment. Est-ce que c'est une des rares victoires du PS ce soir ? Alors c'est évidemment une victoire du Parti Socialiste, mais pas sur le budget. Le budget, c'est un budget de droite, d'un gouvernement de droite. Ceux qui l'ont qualifié de budget socialiste, c'est plutôt Éric Ciotti ou les LR. Nous, il y a beaucoup d'irritants encore dans ce budget, et on y travaillera grâce à la levée du 49.3 dans le cadre d'un débat parlementaire où enfin les députés, les sénateurs vont pouvoir amender, discuter. Moi, j'avais passé 3 semaines dans l'hémicycle de 9h à minuit l'année dernière pour avoir un budget qui était balayé par un 49.3. Là, on redonne voix aux députés qui vont pouvoir discuter le budget. Donc la victoire qu'on a obtenue, elle n'est pas sur le budget, parce qu'on se réserve d'ailleurs la possibilité de censurer le budget si d'ici quelques semaines, quelques mois, on réalise que la Macronie considère à nouveau qu'elle a gagné les élections et gouverné sur sa ligne. Nous, aujourd'hui, la victoire qu'on a obtenue, c'est la suspension de la réforme des retraites. 3,5 millions de Français qui vont partir plus tôt à la retraite. C'est la levée du 49.3 et c'est l'ouverture des discussions sur la fiscalité et le pouvoir d'achat. Mais est-ce bien raisonnable ? Est-ce bien raisonnable ? Ce sont des mesures... Pour arriver à un déficit qui semblerait correct selon les économistes, on devrait faire entre 120 et 130 milliards d'économies chaque année. Et là, avec cette suspension de la réforme des retraites jusqu'à 2028, on va aggraver le déficit quasiment entre 10 et 15 milliards. Oh, écoutez, je pense qu'on ne lit pas les mêmes économistes. Selon nous, les 44 milliards d'économies de François Bayrou, c'était déjà le niveau d'économie le plus élevé de l'histoire de la Ve République. Et beaucoup d'économistes craignaient que ça casse la croissance, que ça casse le développement économique. Aujourd'hui, une grande partie de l'investissement, ce sont les collectivités locales, c'est la transition écologique. Si on baisse tous ces budgets et que les Français ne consomment plus, déjà aujourd'hui, l'épargne atteint des niveaux records, les Français ne consomment pas, les entreprises n'embauchent pas, ils n'investissent plus. Et donc, je pense qu'il faut faire des économies. C'est évident, on a toujours eu ce discours de responsabilité, mais à travers une trajectoire plus raisonnable. C'est une autre victoire qu'on a obtenue. On est parti de 4,6% du PIB pour le budget 2026 chez M. Bayrou. On est à 4,7 aujourd'hui et M. Lecornu a accordé qu'on pourrait certainement aller jusqu'à 5. Je précise que 0,1% du PIB, c'est à chaque fois 2 milliards d'efforts d'économie en moins pour l'hôpital, pour l'école, pour la transition écologique. Monsieur Eskenazi, est-ce que les rênes sont courtes au Parti Socialiste ? Est-ce que sur les 66 députés, je crois, tous nous sommes 69 maintenant. 69, pardon. Est-ce que sur les 69 députés socialistes, ça va être un seul même homme qui va, ne pas censurer ? En tout cas, je vous dis, la discussion a duré très peu longtemps. Aucun socialiste ne s'est déclaré officiellement pour la censure aujourd'hui. On avait des revendications, elles ont été entendues, et donc une écrasante majorité, si ce n'est tous les députés socialistes, suivront la consigne. Peut-être qu'il y aura quelques individualités qui s'exprimeront, mais ce sera tout à fait à la marge, je vous le garantis. Mais monsieur le député, est-ce que vous n'avez pas l'impression d'être un petit peu également la béquille finalement d'un macronisme finissant, alors qu'on est dans un quinquennat qui ne mène à rien, où il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale? Est-ce que vous avez tant peur des urnes que ça pour aider Emmanuel Macron finalement à survivre? Alors écoutez, moi je n'ai pas peur des urnes. Moi je suis élu local depuis très longtemps implanté sur ma commune. J'ai perdu des élections la dernière fois, je les ai gagnées à 60-40 contre le Rassemblement national. Donc je n'ai pas peur de retourner devant les électeurs. Nous on considérait simplement qu'on avait besoin, et c'était pas pour être une béquille du macronisme, mais dans l'intérêt des Françaises et des Français. Faute de réunion à l'Assemblée, j'ai passé beaucoup de temps sur le terrain ces derniers jours. Et les Françaises et les Français nous disent massivement
massivement, quelle que soit l'orientation politique. Mais pourquoi est-ce que les politiques ne se parlent pas? Pourquoi dans les entreprises, les syndicats, les patrons arrivent à des accords? Dans les familles où ça va pas, on finit par se parler. Aujourd'hui, vous avez 3 blocs. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une recherche d'intérêt général et que les partis arrivent à se mettre autour de la table? Nous étions les seuls, finalement, les socialistes, à avoir compris que nous n'avions pas de majorité absolue. Vous écoutez le RN, vous écoutez LFI, vous écoutiez jusqu'à hier le bloc central, il fallait tout leur programme et rien que leur programme. Nous avions compris qu'il fallait discuter, dialoguer, trouver des consensus dans l'intérêt de la nation. Donc nous, c'est évidemment pas pour sauver la Macronie, nous sommes les adversaires des macronistes depuis 8 ans. Mais c'est dans l'intérêt des Françaises et des Français. Et je pense qu'il faut que les députés soient un peu plus nombreux à se dire que lorsqu'ils sont élus, il faut défendre les intérêts de la nation et pas défendre la voix de leurs partisans. Gilles-William Godenaedel, vous qui défendez les Français à titre particulier dans différents cas, est-ce que vous comprenez cette logique de défendre les Français par rapport à un gouvernement avec lequel on n'est pas d'accord? On est dans une sorte de coalition un peu inepte. Oh, écoutez, malheureusement, je suis prêt à tout comprendre en cette période incompréhensible. La réalité, c'est que il m'arrive d'être un peu sévère avec les socialistes. J'ai tendance, en ce moment, d'être plutôt sévère envers l'ensemble des Français, parce qu'il faut reconnaître qu'il y a une majorité de Français qui sont favorables à cette suspension. Et ce que j'incrimine, moi, c'est une manière de décérébration intellectuelle qui existe depuis des dizaines d'années en France, qui fait que vivre dans un pays en faillite, ça n'est pas gênant. Être l'objet de grèves dans les transports publics, ce qui est une spécificité française, ça n'est pas gênant. Donc, pardon de le dire, je suis souvent en infraction avec les socialistes, mais là, mon désarroi transcende très largement le Parti socialiste. Qu'est-ce que vous répondez, Romain Eskenazi, à Gilles-William Godenaedel? J'ai le sentiment très sincèrement que vous avez des partisans de chaque camp qui sont des irréductibles sur leur programme et d'autres ont compris qu'il n'y avait aujourd'hui pas de majorité pour personne à l'Assemblée nationale. Et d'ailleurs, pourquoi nous sommes contre la dissolution, c'est que bien au-delà des marges d'erreur, on ne donne de majorité absolue pour personne en cas de dissolution. Donc il y a une crise politique, on dit c'est très simple, on va la régler, on va dissoudre, mais en fait on aura peut-être le même problème et de nouveau pas de majorité absolue pour personne. C'est en ça que selon nous étions condamnés à respecter le vote des Français, à respecter le fait que la gauche n'avait pas de majorité, le Rassemblement national non plus, et la droite libérale non plus, et qu'il fallait bien essayer de trouver un chemin pour donner un budget aux Français, pour que les collectivités, les associations puissent se projeter, pour que les entreprises retrouvent confiance, pour que les ménages retrouvent le chemin de la consommation, pour faire marcher l'économie et relancer la demande intérieure. Donc très sincèrement, on est dans l'opposition, et on restera dans l'opposition. La motion de censure, c'est la bombe atomique qui est à disposition des groupes d'opposition. C'est pas parce qu'on n'utilise pas la bombe atomique qu'on arrête la bataille. Donc on va continuer la bataille, en particulier dans l'hémicycle pendant les discussions budgétaires, mais on a fait le choix pour cette fois-ci de ne pas utiliser la motion de censure dans l'intérêt des Françaises et des Français qui réclamaient, comme ça a été dit, la suspension, une hausse des salaires et un peu plus de justice fiscale. Est-ce que, avec cette volonté de ne pas censurer, à date, j'entends bien, on est le 14 octobre et il est 19h24. Après, il y a beaucoup de choses qui peuvent changer en fonction des paramètres qui vont arriver. Je confirme. Voilà, merci de confirmer. Est-ce que cette affaire des vases communicants avec LFI est totalement, j'allais dire, à date, encore une fois, mise entre parenthèses? Est-ce qu'on est sûr, là, les Insoumis vont vous détester de ne pas censurer avec eux? Écoutez, ils nous détestent déjà, très objectivement. Vous regardez mon compte X, les insultes viennent plutôt de ce camp-là. Écoutez, vous savez, on a toujours été concurrents avec LFI. Moi, je ne dis pas le contraire. Cher monsieur, il peut arriver que des concurrents se mettent d'accord parce qu'ils ont un intérêt commun. Ça arrive tous les jours dans le commerce. Vous avez des fédérations. Comme ça, monsieur Eskenazi. Écoutez, je vous rappelle que la NUPES était suspendue, je vous rappelle que LFI s'est créé à partir de PS pour le remplacer à gauche, je vous rappelle qu'on a été partenaire et allié dans aucune élection, donc oui, on avait un intérêt commun que monsieur Bardella n'arrive pas à Matignon, nous avions un intérêt commun à abroger la réforme des retraites, à mettre un peu plus dans le service public et avoir un peu de justice fiscale, donc on avait à ce moment-là un intérêt commun, mais on a toujours été concurrents. Moi, dans mon département, il y aura des listes LFI contre tous les maires PS, on sera pas ensemble au présidentiel, et c'était réaffirmé encore récemment par Pierre Jouvet, il n'y aura pas non plus d'accord en cas de prochaine législative. Donc c'est pas parce qu'on avait, sur un moment extrêmement précis, des intérêts communs, parce que je le reconnais qu'ils appartiennent à la grande et large famille de la gauche, qu'on va être ensemble Encore demain. Une fois, c'était pas formulé comme ça, mais enfin bon, c'est une question de marketing. Gilles-William Godenaedel. Moi,
j'ai l'impression que certains socialistes, pas tous, mais certains socialistes ne voyaient pas un intérêt commun à se désister en faveur d'un parti antisémite. Romain Eskenazi. Alors, est-ce que vous pouvez préciser votre question ? Vous nous expliquez, que vous aviez des intérêts communs. Mais il y avait aussi des intérêts qui étaient monstrueusement divergents à entendre. Ah oui, je le confirme. Et je trouve qu'il fallait vraiment beaucoup d'appétit pour se désister en faveur d'un parti antisémite. Eh bien, moi, cher monsieur, je considère que l'antisémitisme est encore extrêmement prégnant au Rassemblement national. Ça n'est pas LFI qui a investi une candidate qui portait une casquette nazie il y a encore pas longtemps. Un candidat qui tenait une boutique antisémite il y a encore pas longtemps. Un parti qui a peut-être regretté d'avoir exclu un président condamné 20 fois pour négationnisme. Voilà. Monsieur Donc moi, Eskenazi. je considère que le Rassemblement national, ça reste le risque principal pour notre République, notre démocratie et les valeurs que nous devons partager. Voilà. Et C'est très convaincant. C'est très convaincant. Et Madame Rima Hassan, quand elle dit qu'Israël est une monstruosité, ça, c'est pas du tout de l'antisémitisme. Moi, j'ai toujours condamné tous les débordements de la France insoumise. Vous pouvez regarder quand Mélenchon a expliqué que... Sauf quand vous désistiez. Enfin, on leur Comment ça, quand je me désiste ? Sauf quand le Parti socialiste se désistait en faveur des insoumis. En fait, c'est pas des désistements, cher monsieur. Il a été acté que s'il y avait 4 candidats de gauche par circonscription, on aurait le choix entre la Macronie et l'extrême droite dans toutes les circonscriptions avec une majorité absolue pour Bardella. Ce que nous ne voulions pas, on considère qu'il n'a pas fait ses preuves à la région, on considère qu'il n'a pas fait ses preuves à l'Europe, et on considère qu'il méritait pas Matignon. Donc on a eu un accord avec un seul candidat de gauche par circonscription. Voilà. Et donc effectivement, je n'avais pas d'LFI en face de moi ici. Dans la circonscription d'à côté, il n'y avait pas de candidat socialiste, je vous le confirme. Non, mais je ne parlais pas de monsieur Romain Eskenazi en particulier. 19h27, on va remercier Romain Eskenazi d'avoir été en ligne avec nous. Merci à vous de m'avoir écouté, messieurs. Député du Val d'Oise et porte-parole du Parti socialiste. Les débats continuent sur Europe 1, tout de suite.